faut arrêter de dire on est sûr que ça ne s'effondrera pas. On ne peut pas le dire, on ne peut plus le dire, c'est fini ça. Accepter que c'est plausible, c'est accepter que la voie responsable, c'est de s'y préparer au cas où. Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Alors que le dernier rapport de l'ONU sur le climat vient de paraître et nous fait comprendre gentiment que nous sommes très mal partis, alors que l'été a déjà littéralement été brûlant et qu'il fait bien chaud pour un mois de novembre, j'ai voulu enfoncer le clou sur cette question écologique qui conditionne tous les scénarios d'avenir, pour mieux comprendre cette possibilité d'effondrement systémique dont on entend de plus en plus parler. Arthur Keller est un spécialiste du sujet, et je discute avec lui de son diagnostic sans concession et de ce qu'il faudrait faire concrètement pour préparer l'avenir en tenant compte. Bonjour Arthur. Bonjour Julien. Je suis très content de te recevoir parce que tu as un profil assez singulier, assez pluriel, puisque tu es spécialiste des limites et vulnérabilités des sociétés industrielles et des stratégies de résilience. Tu es aussi communicant professionnel. Tu es aussi fabricant de propositions politiques. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de ça, mais tu as notamment aidé à la préparation d'un programme politique d'un des candidats à la dernière présidentielle. Et tu as aussi une dimension artistique, puisque je crois que tu es scénariste, c'est ça ? Oui. Donc on devrait avoir l'opportunité de parler de plein de choses et d'avoir une discussion assez riche et variée aujourd'hui. Donc j'en suis très heureux. Et je propose qu'on attaque dans le dur sur le sujet qui nous intéresse, qui est celui de l'avenir. L'état du monde aujourd'hui, c'est quoi ? Est-ce que tu peux nous dresser un peu ce que tu constates, le bilan de ce que tu constates ? Alors oui, évidemment, je peux te dresser un constat. Maintenant, moi, je dresse pas. Moi, je fais que proposer une synthèse d'un certain nombre de travaux d'expertise qui sont menés dans de multiples disciplines et des sciences naturelles, si tu veux, humaines, sociales. Moi, je fais une synthèse qui est une synthèse personnelle parce que mon profil, comme tu l'as dit avant, il est assez multiple. Il me donne juste la possibilité de comprendre, sans être un expert moi-même, ce que racontent les experts dans plein de disciplines. Et ensuite, moi, parce que j'ai une formation scientifique également, qui me sert bien, mine de rien, maths sup, maths spé, école d'ingénieur, qui fait que au final, j'ai une certaine rigueur d'analyse et que je relie les points. Voilà, je fais une synthèse qui a une certaine pertinence. Donc moi, je vais te dire quelle est cette synthèse. Ma synthèse, moi, je la schématise souvent par un modèle que j'appelle le modèle des sphères. En fait, il y en a un certain nombre. Déjà, il y a 6 sphères naturelles. Alors, je vais passer très rapidement dessus parce que je fais pas une conférence là, mais les 6 sphères naturelles, c'est tout d'abord la lithosphère, c'est-à-dire la couche terrestre, la couche externe de la Terre, dont on tire tous nos métaux, nos minerais, également le sable, également les phosphates, et puis surtout les combustibles fossiles. Et là, aujourd'hui, si tu veux, on a tellement percé, troué, arasé dans tous les sens, que la lithosphère, aujourd'hui, est relativement, on peut dire, en mauvais état. D'une part, parce qu'il y a des pollutions énormes qui sont induites par, et puis des effets humains également qui sont induits par l'exploitation de tout ça, et d'autre part, parce que, on arrive à des limites, mine de rien, qui sont mathématiques, qu'on va toucher, mais après, la question, c'est quand on touche ces limites, et c'est plus ou moins proche. En tout cas, il y a un certain nombre de minerais stratégiques pour lesquels c'est proche. Et aujourd'hui, notre capacité à tirer le pétrole, notamment, pose question. Si tu veux, on en parlera juste après. Après, il y a l'hydrosphère, la prochaine sphère. L'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète, que ce soit les océans, les mers, les aquifères. Et là, c'est dans un état, si tu veux, de délabrement total. Les océans s'acidifient, il y a des zones mortes, il y a un réchauffement de tout, il y a des pollutions partout, que ce soit les produits chimiques, les plastiques, voilà, c'est gravissime. Les cours d'eau, les nappes phréatiques et compagnie sont entièrement pollués, asséchés, taris, salinisés à certains endroits. Donc ça part vraiment mal. Après, il y a la cryosphère, qui est la partie des glaces. Il se trouve que ça fond, que ce soit les glaciers, les calottes polaires, les inland seas, ça fond de partout. Évidemment, c'est lié au reste. La montée des océans dont on vient de parler notamment. Ensuite, il y a l'atmosphère. L'atmosphère, c'est plein de pollution et puis c'est surtout une grande partie du dérèglement climatique qu'on connaît bien avec les cycles de l'eau et du carbone et compagnie. L'atmosphère part en cacahuète. Et ensuite, il y a la biosphère, c'est la 5e des 6 sphères dont je parle. La biosphère, c'est l'ensemble du vivant. Alors là, si tu veux, je peux te faire une liste. Si je te la faisais en entier, j'en ai pour 1 heure rien que pour ça. Mais la biosphère, c'est un effondrement qui est constaté à peu près partout. T'as 80% des insectes européens qui ont disparu en 30 ans. T'as un tiers des oiseaux des campagnes également qui ont disparu en 15 ans. T'as 58% des vertébrés qui ont disparu en 42 ans. L'effondrement de la vie marine. Donc voilà. Donc il y en a qui parlent de 6e extinction du vivant. On n'est pas tout à fait parce que officiellement, pour qu'il y ait extinction, il faut qu'il y ait 75% des espèces qui aient disparu. On n'y est pas encore. Par contre, on en prend vraiment la bonne voie parce que il y a un rythme qui est sans précédent. Ouais, c'est ça. Et le rythme qui touche à la fois les espèces
et les individus, c'est-à-dire les populations. Et donc c'est absolument terrifiant. Aujourd'hui, si tu veux, les experts de la biodiversité nous disent qu'il y a à peu près, selon eux, et ce sont des estimations qu'ils qualifient de prudents, depuis 40 ans, plus de 50% des animaux sauvages qui ont disparu. Du sauvage, parce qu'à côté de ça, évidemment, le cheptel bovin, lui, il a vachement augmenté, puisqu'on le bouffe. Donc voilà, t'as de la déforestation, en fait tous les écosystèmes les plus biodivers au monde, que ce soit les forêts primaires ou que ce soit les barrières de corail par exemple, sont dans un état terrible. Et enfin, je termine là-dessus, t'as la pédosphère qui est en fait à l'interface entre la lithosphère et la biosphère, c'est l'ensemble des sols. Et là c'est terrible aussi. Tu vois, on a des sols qui se lessivent, on a des sols qui se craquellent, on a des sols qui n'ont plus de vie à l'intérieur. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une surface équivalente à la moitié de l'Union européenne qui est dégradée chaque année. Donc voilà. Et à côté de ça, on a un monde humain qu'on a construit sur ces sphères naturelles. Il y a l'anthroposphère, c'est-à-dire l'ensemble des activités humaines. Alors là, on peut se poser la question, déjà, est-ce que l'anthroposphère aujourd'hui se porte bien? Est-ce que c'est un système équilibré et stable? Bon, on pourra en parler après. Et puis il y a la technosphère, et la technosphère, c'est l'ensemble des productions humaines, qu'il s'agisse des bâtiments, qu'il s'agisse des infrastructures, et puis tout ce qui est pollution et déchets. Et là, encore, tu vois bien, c'est une explosion de la quantité de pollution et déchets. Tu as les océans de plastique. Donc tu fais le constat qu'on arrive, qui commence aussi à être partagé par beaucoup de gens à mesure qu'on voit de plus en plus clairement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était un petit peu dans le théorique ou dans des scientifiques qui tiraient la sonnette d'alarme, et aujourd'hui, on voit qu'il fait plus chaud, on voit que les océans se vident, on voit que quand on part en vacances, les plages disparaissent. Il y a des choses. C'est aussi pour ça, je pense qu'on en parle beaucoup plus dernièrement, puisque ça commence à toucher un peu tout le monde. Oui. Et c'est une des motivations, encore une fois, pour lesquelles moi je me lance dans ce travail d'enquête en rencontrant des gens comme toi pour savoir vraiment ce qu'il en est et ce qu'on peut faire dessus. Donc c'est un diagnostic qui est un peu, qui commence à être très alarmant, puisqu'en plus on n'a pas l'impression que ça se ralentit. Mais et je t'ai pas tout dit. Ouais, non, mais je sais bien, oui. Non, mais je voudrais rajouter un truc. Dis-moi. Ouais. Parce que là, on parle que du, si tu veux, essentiellement de la nature. Et effectivement, il y a un effondrement naturel qui est en cours et qui va se continuer et qui va forcément induire un effondrement d'une forme ou d'une autre. On va en parler, ouais. Du monde humain. Mais ça, on pourrait dire que c'est dans quelques décennies. Que c'est déjà, ça dépend énormément des endroits, et que c'est dans quelques décennies. Mais je t'ai pas parlé d'autre chose, qui est le fait que notre monde pourrait se casser la gueule bien plus tôt que ça. Pour d'autres raisons. La première raison, c'est, tout à l'heure je te disais, sur le pétrole. Notre monde est entièrement dépendant, dans son bon fonctionnement, de chaînes d'approvisionnement multiples et variées, qui sont aujourd'hui internationales et interconnectées, qui sont à flux tendu. Et toutes ces chaînes d'approvisionnement dépendent directement du pétrole. Toutes. Aujourd'hui, tu as à peu près 97% des transports au monde qui dépendent du pétrole. Et notre capacité, si tu veux, d'une manière générale, tu as plus de 85% de l'énergie au monde qui vient des fossiles. Mais notre capacité, je dis, à assurer la production, la fourniture de pétrole à notre société dans les décennies qui viennent, sachant que c'est en même temps un problème géologique, un problème financier parce que c'est lié à des systèmes financiers, et un problème technique et industriel. Cette capacité n'est pas assuré pour les prochaines décennies. Pas du tout. Celui qui te dit qu'il n'y a pas de problème, c'est quelqu'un qui rêve. On n'est pas du tout capable de dire oui, on aura tout le pétrole qu'on voudra dans les prochaines décennies. Si c'est pas le cas, on a un vrai gros problème. Voilà. Donc je te dis que c'est lié à l'aspect industriel aussi, pas que géologique, et à l'aspect financier. Aujourd'hui, notre société est complètement à la merci de marchés financiers qui sont totalement instables et hors de contrôle. Voilà. Et donc on voit qu'il y a de l'instabilité dans seulement, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de faisceaux en fait qui se rejoignent, qui est des tensions sur les ressources, des tensions sur l'énergie, et en même temps un système qui est extrêmement sophistiqué et donc extrêmement fragile. Oui, c'est ça. Avec ça peut être un risque de crise financière, etc. Donc c'est assez alarmiste quand même comme. Moi je dirais pas ça, je dirais que c'est alarmant, ça c'est sûr. C'est alarmant, c'est pas alarmiste. Alarmiste, si tu veux, ça serait ça serait excessif. Je pense pas que ce soit excessif. Moi, je pense que ce qui est excessif, c'est de s'obstiner à ne pas voir ou à ne pas savoir que le monde est en état d'effondrement ou de pré-effondrement, que ça va engendrer, qu'on le veuille ou pas, une grande simplification civilisationnelle. Voilà. Moi, je pense que, tu vois, il y a beaucoup de déni là-dedans, et toutes nos élites, et notamment les élites dirigeantes, sont dans des dénis. C'est ma question justement par rapport. Après, je pense qu'on va avoir le temps de revenir justement aussi sur ce constat, parce que ça m'intéresse de discuter
des solutions éventuelles et de bien insister sur ta conclusion, de creuser sur ta conclusion qui est ça va arriver, ça va s'effondrer. Je veux qu'on en parle. Mais sur cette question de constat de l'état du monde, de ce que tu vois, est-ce qu'il y a là un angle mort en fait est-ce que c'est un angle mort de nos élites dirigeants, ou est-ce qu'ils le savent mais on met ça sous le tapis parce que on veut pas en parler? Comment tu vois les choses? Oui, d'accord. Écoute, là-dessus, bon, il y a beaucoup de gens qui nourrissent le fantasme, qui alimentent le fantasme selon lequel ils sauraient, parce que c'est des gens compétents. Et puis ils ont des conseillers, et puis ils ont accès à l'information, donc ils savent parfaitement bien, et ils nous le cachent, les salauds. Alors moi je les dédouane absolument pas du fait de ne pas savoir, mais je pense qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire que je pense qu'ils savent très peu de choses, et en même temps c'est absolument inexcusable. C'est même criminel de ne pas savoir quand on est à ce stade-là, quand on est un dirigeant. Mais je pense qu'ils savent pas. Il n'y a pas de service, je te coupe, il n'y a pas de service de prospective ou le travail que va faire l'armée, je sais pas, pour se préparer à ce type de risque. C'est déjà pas parce que l'armée fait certaines choses, et je vais te dire un truc, on est très en retard en France comparativement à ce qui se fait en Angleterre, aux États-Unis là-dessus, mais franchement, on est vraiment très en retard, mais c'est même pas parce qu'il y a des services qui pondraient quelques rapports de prospective ça et là, si tu veux on parlera de la prospective aussi, parce que là c'est limite, parce qu'elle est très teintée idéologiquement la prospective, et elle est très orientée, elle est pas très objective. Mais c'est pas parce qu'il y a des services de prospective ça et là que nos dirigeants les lisent ou le savent, ou voilà. La réalité, c'est qu'ils sont embourbés dans leurs dogmes, leurs idéologies, qui manquent totalement de recul sur les sujets de fond parce qu'ils n'ont pas le temps de les étudier. Ils sont complètement ignares sur les sujets de limite et de vulnérabilité. Ils veulent pas en entendre parler. Ils n'ont pas la bonne formation. Ils sont noyés dans des idées reçues qui remontent aux 30 Glorieuses qu'on leur a fourré dans le crâne lorsqu'ils étaient étudiants à Sciences Po, ou des fois ils ont fait des études de droit et ça n'a rien à voir. Ils ont même pas la moindre notion de base dans les choses dont on parle ici. Et tu vois, il y a Édouard Philippe récemment là qui depuis quelque temps, voilà. Et alors on dit il sait, c'est la preuve. Regarde, il a lu un bouquin. Oui, il a lu un bouquin, d'accord, ça veut pas dire qu'il sait. Ça veut dire que ça le travaille un petit peu. Mais est-ce que tu penses franchement qu'il remettrait en question tous les dogmes de pensée qui l'ont conduit là où il est? Bien sûr que non. C'est au final, il prend vaguement conscience qu'il faut alléger l'empreinte écologique de l'humanité sur Terre. Mais la réalité, c'est qu'il persiste mordicus à croire qu'on va y arriver avec la croissance. Pire, qu'on n'y arriverait pas s'il n'y a pas de croissance. Je veux dire, il a rien compris là-dessus. Les dirigeants, si tu veux, non seulement ils ont pas le temps, ni les compétences, et en plus, il y a pas un petit groupe occulte de spécialistes des risques d'effondrement qui les conseillerait là-dessus, Ça n'existe pas, ça. Il y a pas de conseillers en limite du système dans les cabinets ministériels. Les gens, ils sortent tous d'écoles de sciences politiques ou de droit, on n'aborde pas ces questions, tout le monde s'en contrefout. Et les seuls, entre guillemets, experts de la question qui est transdisciplinaire, transsectoriel de l'effondrement, je veux dire, on est une poignée en France, ces gens-là, ils sont pas dans les institutions, ils sont pas dans les grandes entreprises non plus. Il y en a pas qui travailleraient en douce pour les dirigeants ou les élites pour nous le dire. Donc, ils savent pas, je te le dis, et une fois de plus, ce que je dis, ça les exonère pas. C'est gravissime de pas savoir aujourd'hui. C'est dû à quoi? C'est qu'on vit collectivement dans une espèce d'illusion, cette mystique dont tu parles qui est qu'il y a cette idée qu'on va forcément trouver une solution, ou que la science va nous sortir de cette impasse. C'est-à-dire que même pour ceux qui constatent le problème, il y a cette croyance qui reste dans la capacité de l'homme à trouver toujours des solutions. Et je voudrais aussi revenir là-dessus, mais je voudrais qu'on parle de cette illusion dont tu parles, en fait. Bah oui, mais bien sûr. Enfin, ça, c'est pas nouveau, j'ai envie de te dire. Et ça se base sur pas grand-chose, en réalité. Je dis, regarde aujourd'hui le nombre de problèmes qu'il y a sur Terre. Aujourd'hui, on fait de l'innovation, et on se croit fort. On se croit incroyable avec les super innovations qu'on fait. Mais franchement, attends, j'essaie de retrouver, parce que j'avais noté 2-3 chiffres là sur l'état des inégalités. Voilà, aujourd'hui, tu as plus d'1 milliard dans le monde de personnes qui ont toujours pas accès à l'électricité, t'en as 2 milliards qui ont pas accès à l'eau potable salubre, t'en as 3 milliards qui ont faim, et t'en as plus de 4 milliards qui ont toujours pas accès à Internet. Et nous, on se la raconte, Jérôme, oui, mais on se croit. Je fais juste un bémol là-dessus, c'est que quand tu regardes aussi justement l'argument qui est avancé par ceux qui vont te dire que finalement tout va pas si mal et on va dans le bon sens, c'est que tu as aussi beaucoup de chiffres
qui vont te démontrer qu'il y a eu quand même un sacré progrès de développement humain au cours des dernières décennies. T'as 300 millions de personnes qui sont sorties de la famine en Chine en 20 ans, enfin le miracle chinois, je sais pas les chiffres non plus extrêmement précis. Bien sûr, mais je sais bien. Donc il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens du progrès. Voilà, il y a des choses qui vont dans le sens du progrès, il y a des choses qui vont dans le sens d'un délitement. D'une manière générale, on a tendance à être un peu trop anthropocentré et à regarder ce qui se passe dans la sphère humaine, qui est loin d'être glorieuse, à mon sens, mais pas sous prétexte qu'il y a des progrès et qu'il y a eu des progrès et qu'il pourrait encore y avoir des progrès. Et on va se baser essentiellement là-dessus sans voir qu'à l'extérieur de ça, le monde naturel dont tout dépend est en train de s'effriter et que c'est illusoire de penser qu'on va pouvoir... Donc il faut replacer ça dans une dynamique, il faut replacer ça dans un contexte évolutif et pas avoir une vision statique des choses. Les gens ont une vision très statique des choses où éventuellement ils intègrent le passé mais ils se projettent pas dans l'avenir. C'est là d'ailleurs l'intérêt, si elle est bien menée, d'une prospective. Alors, justement, je voudrais qu'on parle un peu de... Ouais, mais sinon, juste un truc. On est, à mon avis, pour répondre à ta question d'avant, on est effectivement dans une mystique, c'est-à-dire ce qui aujourd'hui... On est dans plein de mystiques, il y en a plein. La mystique de l'homme sacré, si tu veux, qui aurait un destin, ou qui serait capable de tout, ou qu'on aurait... Déjà, c'est faux quand tu regardes l'histoire. Et en fait, cette mystique-là, cette croyance aveugle, bornée en l'avenir, est un des... Si on lit Diamond, puisqu'on en parlait à l'instant, selon lui et selon d'autres, c'est un des principaux, si tu veux, paramètres qui est commun à tous les effondrements de civilisations passées. Voilà, dans cette espèce d'aveuglement. C'est-à-dire qu'on réagit pas parce que on se croit invincible, en gros. Eh ben, parce qu'on se croit invincible ou parce que, il y en a certains qui se croient invincibles, il y en a d'autres qui juste ne s'intéressent pas vraiment à la chose, parce qu'ils ont une espèce d'optimisme forcené de principe, et puis du coup, ils sont loin de ça, si tu veux. Ils sont dans un peu une irresponsabilité, une insouciance, et ils délèguent ça aux élites. Ils délèguent ça, à des innovateurs, en se disant vaguement, sans vraiment y réfléchir, oh, ils vont bien trouver les solutions. Voilà. Et ça, c'est un petit peu problématique. Ça n'arrivera pas, hein. Il y a pas dans les tiroirs des laboratoires des ingénieurs, il n'y a pas les solutions aux problèmes dont on a parlé tout à l'heure. Il y a un autre outil que j'ai en tête, dont on avait un peu parlé, qui est la sociologie des catastrophes. Ouais. Est-ce que tu peux m'en développer là-dessus? Oui, bon, la sociologie des catastrophes, c'est ce qui regarde un petit peu en cas de catastrophe comment les gens se comportent. Aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose qui est intéressant. Mais j'en pointe certaines limites parce que c'est pas vraiment les limites de la sociologie des catastrophes en tant que telle, c'est une discipline à part entière, mais c'est la limite de ce qu'on en fait une fois de plus, de l'applicabilité notamment de cette sociologie là à la question de l'effondrement des sociétés thermo-industrielles. Donc alors qu'est-ce que c'est en fait exactement? On prend ce scénario qui serait celui de l'effondrement et on travaille sur ce qui se passerait, c'est ça? Alors déjà pour moi l'effondrement c'est pas un scénario, c'est-à-dire personne ne sait comment ça va se passer. C'est surtout dire qu'il y a un certain nombre d'autres scénarios qu'on nous présente qui eux ne pourront pas arriver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de certitude sur ce qui va se passer, mais on peut avoir des certitudes sur l'impossibilité de certaines promesses politiques ou de certaines projections qu'on nous propose. Par exemple? Oh ben non, mais je veux dire la croissance typiquement qui se continuerait enfin, ouais. et via la croissance, voilà, c'est une ineptie scientifique, c'est une ineptie même thermodynamique si on va aller jusque là. Et puis c'est de toute façon c'est quelque chose. Enfin la croissance, moi je peux te dire en trois points. Premier point, de toute façon on est en tendance baissière forte sur la croissance depuis des décennies. C'est essentiellement exogène, on n'y peut rien et ça va se continuer comme ça quoi qu'on en fasse. La deuxième chose, c'est que la croissance, ça fait longtemps qu'on sait qu'elle est absolument et c'est même démontrable ça. Hein. Il suffit de regarder les travaux de Gaël Giraud par exemple, qu'elle est absolument indécorrélable de la quantité d'énergie consommée et qu'on peut pas non plus décorréler la quantité d'énergie consommée avec l'empreinte écologique. On peut avoir un découplage qui est relatif mais pas absolu. Donc forcément ça continue si on va vers plus de croissance. Ça continue la destruction de ce monde et on est déjà en train de dépasser des limites incroyables. Et la troisième chose, c'est qu'au niveau du bien-être, ça n'apporte absolument plus de bien-être. Grosso modo, quand on a dépassé un PIB par habitant d'environ 15 000 $. Voilà. Au-delà de 15 000 $, en deçà, de 15 000 $, c'est vrai que un incrément de croissance et donc de croissance par habitant, ça amène un mieux-être. Au-delà, c'est faux. Mais ça, c'est un constat. Ouais. Enfin, c'est vrai partout, mais il y a un bémol à mettre en fait sur le constat que tu vas faire sur les sociétés déjà développées. Mais après, la croissance que tu as eue dans des pays qui étaient en développement depuis une trentaine d'années, elle est vécue fondamentalement comme positive par ces populations qui sont arrivées... Oui, mais ça, c'est une mythologie. C'est-à-dire qu'elle a été vécue positive à juste titre. Jusqu'à un certain seuil. Jusqu'à un certain seuil. Ouais. Et aujourd'hui, on entretient encore cette mythologie alors que ce n'est plus le cas. Il n'y a plus d'incrément de bien-être. Il faudrait savoir s'arrêter à un certain niveau. Il faudrait savoir s'arrêter. Au bout d'un moment, si tu veux, ce qui compte, c'est l'indice de Gini.
au-delà de ce seuil qui est pas exactement à 15 000 $, mais qui est dans ces eaux-là, c'est l'indice de Gini qui compte, c'est-à-dire en fait les inégalités. Mais bon, bref, pour revenir à ta question de la sociologie des catastrophes, le souci c'est qu'est-ce qu'on appelle une catastrophe. Donc, et une fois de plus, quelle est l'applicabilité de cette sociologie des catastrophes aux thématiques dont moi je parle aujourd'hui? Mais je pense qu'il n'y en a pas, ou très peu d'applicabilité. Et parce que les catastrophes, c'est des catastrophes soit écologiques, soit terroristes, c'est ponctuel. Dans le cas terroriste, c'est aussi intentionnel. Ça peut être une guerre ou un conflit. Dans ce cas-là, c'est aussi ponctuel quelque part, parce que même si ça peut durer X années, les gens ont toujours l'espoir que ça va finir. Donc ils pensent en permanence que ça va finir. Et puis c'est intentionnel, là encore, il y a une mobilisation face à un ennemi commun. Alors que, dans ce dont on parle là, qui est une insoutenabilité fondamentale du système, qui nous amène à des pénuries, c'est-à-dire pas assez pour tout le monde, et on n'en voit pas forcément la fin, là, je suis désolé, quoi. Il n'y a pas d'intention, l'ennemi est en chacun de nous, et ça va être extrêmement différent, si tu veux, selon les endroits, selon un certain nombre de paramètres, la manière dont les gens vont se comporter. Donc moi, je pense que, d'une manière générale, ce qui détermine la manière dont les gens se comportent en situation ou vont se comporter en situation vraiment d'effondrement, et je fais une toute petite parenthèse qui est que je considère que globalement, si on fait une moyenne mondiale, nous allons vers un déclin qui va aller sur des décennies. Et si on lisse, donc, c'est un déclin relativement lent, même si ces décennies, ça peut être considéré comme très rapide. Mais enfin, disons qu'il n'y a pas, c'est pas en quelques jours. C'est lent sur l'espace de quelques décennies. Les effondrements passés, ça a été des siècles, souvent. L'effondrement de l'Empire romain, c'était des siècles. Mais l'Empire romain n'était pas interconnecté comme nous le sommes. Donc, avec la rapidité des échanges, si tu veux, de communication, Internet, l'électricité et compagnie qu'on a aujourd'hui. Donc, à mon avis, ça va prendre plusieurs décennies. Mais à chaque endroit pris séparément, si tu regardes, il y a un moment où ça dévisse. Il y a un moment où on passe d'un mode graduel, de déclin graduel, à un dévissage rapide. Donc moi, ce que je dis, c'est que au moment où ce dévissage se produit, la manière dont les gens vont se comporter est extrêmement différente en fonction des lieux, en fonction de ce qui se passe là, localement, de ce qui précède comme tension au sein de la société là, et des groupes qui sont présents. Mais partir, comme certains le font, du principe que l'homme va être mauvais, ou du principe que l'homme va être bon, avec soit d'un côté des comportements antisociaux, soit de l'autre côté des comportements prosociaux, je pense que ça n'a aucun sens. C'est comme réfléchir sur la nature humaine, je pense que cette notion de nature humaine n'a pas grand sens. Par contre, l'homme, il est opportuniste, et l'homme, surtout, ce qui va définir, parce que moi j'ai lu beaucoup dans la psychologie sociale, ce qui définit la manière dont il se comporte, c'est ce que les auteurs appellent le social mood, c'est l'état d'esprit social. Et grosso modo, tu as... c'est en fonction, effectivement, de avant l'effondrement, de ce qu'il va y avoir comme état d'esprit général. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important, enfin c'est crucial aujourd'hui de lutter contre un certain nombre de replis. Des replis identitaires, des replis communautaires, mais également des replis sociaux, en caste sociale. C'est grosso modo ce que nous promettent les extrêmes. Donc l'extrême gauche, l'extrême droite encore plus. L'extrême centre encore plus, c'est-à-dire à mon avis c'est ce qu'on a au pouvoir aujourd'hui qui va vers un repli social en caste sociale notamment. Et ça nous prépare des lendemains qui chantent pas du tout, des lendemains qui déchantent plutôt, parce que on n'est pas dans le bon social mood. Et une fois que tu as le social mood, tout dépend ensuite de la distribution des rôles. Comment les gens dans cette société qui est en train de glisser, de déraper, comment les gens peuvent se raccrocher à un rôle. Donc il faut distribuer des rôles, soit en top-down, soit en bottom-up. Les gens peuvent le faire eux-mêmes de façon horizontale, ça peut venir du haut, à la rigueur c'est secondaire. Mais le fait est que, tu vois, dans des situations où ça part en cacahuète, si tu donnes à des gens, tu fais porter aux gens un blouson de pompier, les gens vont se mettre dans le rôle du pompier, ils vont se mettre à aider. Si tu leur mets sur le dos, je sais pas, un truc de skinhead, ils vont pas être dans des comportements prosociaux. Donc ça dépend des rôles. Avant d'aller justement sur qu'est-ce qu'on fait en cas d'effondrement et d'étudier un peu justement les différentes réactions, je voudrais qu'on reste sur ce diagnostic. Ouais. Tu m'expliques ton point de vue justement sur pourquoi on n'arrive pas à faire changer le cap en fait. C'est quoi ? C'est notre incapacité à réfléchir, à appréhender la complexité du système, ou à prendre compte justement de la nature systémique de la situation. Qu'est-ce qui fait qu'en fait collectivement on n'est pas capable de se dire, enfin tu n'es pas capable, tu ne crois pas à notre capacité à réagir. Écoute, déjà, tu regardes juste les courbes, juste sur des données réelles, factuelles, et tu vois que pour l'instant, en 2018,
Il n'y a eu aucune inflexion de courbe. Tu prends n'importe quel paramètre. Oui, malgré tous les accords. Voilà, malgré les accords, malgré les efforts, malgré les promesses, malgré les transitions, malgré les technologies, tout ce que les gens ont pu mettre en avant comme, regardez, on avance dans le bon sens. Tu prends n'importe quel paramètre qui impacte, qui qualifie ou qui caractérise un impact de l'homme sur l'environnement, sur les décennies qui viennent, tu n'as pas une inflexion. À aucun moment, ça ne fait que s'accélérer. Tu regardes l'empreinte écologique, qui est le gros paramètre. Sauf en cas de crise économique majeure. Sauf localement, non mais je parle en moyenne mondiale là. Après localement, effectivement, il peut y avoir des variations. Et au final, on n'est pas câblé, moi je te dis, on n'est pas formé. C'est une question d'éducation, c'est une question de culture. On n'est pas certainement même au-delà de la culture, de civilisation, je pense. On n'est pas câblé mentalement, ni on n'a pas le bon software non plus pour comprendre et pour traiter une problématique systémique. Donc l'ensemble de notre approche, que ce soit l'apprentissage du monde quand on est gamin, où on fait des catégorisations successives de choses, on met les choses dans des catégories, que ce soit le découpage en matière à l'école, que ce soit le découpage en disciplines tout au long de l'éducation et dans le monde ensuite du travail ou des experts de différents domaines, que ce soit également l'approche ingénieur, qui consiste simplement à faire du problem solving. Tu vois, on va prendre des problèmes complexes, on va les découper en sous-petits problèmes plus simples, bien délimités, et on va traiter ces problèmes. Tout ça fait que le caractère systémique, qui est hautement interdisciplinaire, transsectoriel, pour le problème qu'on étudie ici, nous échappe totalement. On n'a pas les capacités à gérer quoi que ce soit. On peut résoudre des problèmes isolés, et ça correspond grosso modo à une cotelle sur une jambe de bois. C'est vraiment un truc de rustine. Ce n'est pas une... C'est-à-dire qu'on est capable d'identifier les symptômes, d'essayer de les adresser Exactement. Un par un. Mais comme c'est une problématique, comme tout est lié, en gros, comme c'est tout systémique, ça résout pas le problème, c'est ça? Exactement. Nous ne traitons que les symptômes, et dans le meilleur des cas, si on arrive à traiter le symptôme, et ben là, comme dit Dennis Meadows, l'auteur principal des Limits to Growth, limites à la croissance, dans le meilleur des cas, la pression ne fait que se déplacer ailleurs dans le système. Ok. Donc on n'arrive pas, même individuellement, si tu veux appréhender tout ça. Est-ce que c'est aussi lié, dans ta vision des choses, au système, c'est dans la manière dont il fonctionne? C'est-à-dire qu'on aurait pu penser, moi, la manière aussi dont je vois ça avec mon œil de non-expert, c'est que une des choses aussi qui est un peu flippante aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que les institutions qui ont été mises en place, les institutions internationales qui avaient été mises en place après la Seconde Guerre mondiale, qui permettaient d'avoir des mécanismes de décision collective et qui pourraient donner l'espoir de résoudre ce type de problème, fonctionnent aussi de moins en moins bien. Si tu veux, à la fois les problèmes augmentent et en plus notre capacité à les résoudre a l'air de diminuer. Exactement. On sous-estime toujours le problème et on surestime nos capacités. On se rend compte par recalage successif, année après année, que oui, en fait, finalement, c'était pas si simple. Regarde l'Allemagne, par exemple, qui en Europe est le pays européen qui a fait le plus gros effort en matière de transition énergétique. Aujourd'hui, si tu regardes une récente publication de Bloomberg, ils sont très en retard sur leurs objectifs annoncés pour 2020. Très en retard. Et c'est le pays qui est largement en tête dans toute l'Europe. Et l'Europe est certainement la région, si tu veux, qui est la plus d'efforts avec la Chine aujourd'hui, mais la Chine, malheureusement, c'est très clivé. D'un côté, ils font le pire, et d'autre côté, ils font le meilleur. Et de toute manière, à la base, tu dis, on a l'impression que c'est moins efficace, mais ça peut pas être efficace. Ça ne peut pas être efficace parce que dans l'ADN même de ces institutions, on a le problème. C'est-à-dire que le but des institutions qui existent aujourd'hui, c'est comment tu traites le problème sans jamais faire de l'ombre au système qui crée le problème. C'est le paradoxe notamment de la COP21, la conclusion qui est en gros il faut réduire les émissions sans diminuer la croissance, c'est ça? Voilà, on en avait parlé, je le dis pour les gens qui savent pas, on avait parlé toi et moi quand on s'est vu, Julien. Je propose à n'importe qui d'aller jeter un coup d'œil sur Internet, d'aller faire une recherche sur la CCNUCC, qui est la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est le texte de référence qui date de 92, texte de référence de toutes les COP pour le climat. Et le travail que fait le GIEC, si tu veux, sur la partie scientifique est très bon. Mais après, le reste, c'est pas que ça dans les COP. Le reste, c'est ce qu'on en fait politiquement. Politiquement, c'est écrit article 3, alinéa 5 de cette convention cadre, c'est écrit que tu ne dois pas gêner la croissance, tu ne dois pas gêner le commerce international, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, on part du principe qu'il est possible de résoudre la question climatique sans nuire à la croissance, sans nuire au commerce international. On part même du principe que la croissance et le commerce international sont nécessaires pour arriver à résoudre le problème. C'est un aveuglement idéologique criminel. Donc qu'est-ce qu'on fait si on part sur ce constat, si on part sur cette hypothèse que
qu'on n'y arrivera pas en fait. Tu m'avais parlé de tout ça en faisant un appel à une métaphore avec la métaphore du Titanic bien connue, en la développant un peu. J'aimerais bien que tu me la réexpliques. Oui, alors ça c'est ma version très personnelle effectivement que j'utilise parfois avant d'aller sur qu'est-ce qu'il faut faire, enfin qui est inclus là-dedans. D'accord. Alors effectivement, le Titanic comme métaphore de quelque chose qui va mal, évidemment. Le syndrome du Titanic qui a été popularisé par Nicolas Hulot, oui. Même avant lui, c'était une métaphore qui était assez fréquemment utilisée. Donc, moi, j'ai une version personnelle. Imaginez que vous êtes le type qui est à la tête du Titanic au moment où l'iceberg apparaît à l'horizon. Vous êtes le premier à le voir. Ce que vous voyez est suffisamment gros. Vous savez qu'il y a 9/10 de la masse de l'iceberg qui est en dessous. C'est suffisamment gros pour que vous compreniez que, oulala, c'est vraiment énorme. Que vu la vitesse du bateau, il faudrait vraiment faire une marche arrière toute très rapide pour l'éviter, qu'il y a donc grosse probabilité pour qu'on se prenne l'iceberg, que si on se prend l'iceberg, vous connaissez un petit peu l'architecture du bateau, vous savez que ça va percer la coque, que si ça perce la coque, on ne peut pas limiter l'avarie et que le bateau va couler. Vous savez que si le bateau coule, il n'y a pas assez de canaux de sauvetage à bord pour tout le monde, et vous savez que vu la température de l'eau, ceux qui n'ont pas de canaux de sauvetage vont crever. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Donc le premier réflexe naturel, et c'est moi ce que j'ai fait il y a quelques années, c'est vite essayer de courir à la cabine de pilotage pour frapper à la porte, capitaine, iceberg, marche arrière toute. Et tu penses que le capitaine, il va comprendre que c'est grave ce que tu lui racontes, et il va regarder, et il va constater, il va faire « Oh mon Dieu, merci de nous avoir prévenus, marche arrière toute ». Mais évidemment, le capitaine, il fait pas ça. Le capitaine, il te regarde, et il dit « C'était qui toi, espèce de rigolo, c'est moi le capitaine à bord, allez, virez-moi ce type-là ». Donc les capitaines, c'est tous ceux qui sont en position de décision. Des décisions. Voilà, pas forcément le président, hein. Je parle de tous les décisionnaires politiques, également économiques, mais également des investisseurs, des gens qui prennent des grosses décisions d'investissement. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que tu fais ? Eh ben tu descends à la salle des machines, parce que eux, c'est tous les gens qui font fonctionner le système. Eux, si vraiment ils veulent, si tu veux faire une marche arrière toute. Les gars, marche arrière toute. Et évidemment, ces gens-là, ils ne t'écoutent pas. Ils ont une chaîne de commande qui est extrêmement claire. Nous, on prend nos ordres du capitaine. Donc, virez-moi ce rigolo. Où il y a beaucoup de bruit dans la salle des machines. Oui, voilà. On ne vous entend pas. C'est exactement ça. Donc tu te retrouves dehors. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais ? Alors là, tu as une espèce de pulsion. Tu te dis, allez, il faut faire une révolution. Il faut que les gens fassent pression, quelle que soit la manière, sur sur le capitaine pour qu'il fasse marche arrière toute. Tu vas voir les gens dans la salle de bal. Il y a un iceberg, on va tous crever. Bon, les gens, ils n'aiment pas ça. Hein. Donc là, tu te fais encore virer. Allez, virez-moi ce rigolo. Et qu'on continue à boire notre champagne tranquillou. Et à ce moment-là, tu crois peut-être que tu as perdu ton temps, mais tu as quand même agité la menace de cet iceberg. Il y a quelques personnes qui sont peut-être qui s'intéressent un peu plus à l'avenir que les autres, qui se disent si ce qu'il dit est vrai, ça a quand même des implications fortes, qui vont venir te voir en te disant mais c'est quoi ton histoire d'iceberg là ? Donc tu les amènes sur le pont, tu leur montres, ils comprennent. Là, il y a deux sous-populations. Et la première sous-population qui s'effondre. Oh mon Dieu, on va tous mourir, on ne peut rien faire. Bon, là, cette population-là, je dirais que c'est triste, mais tu ne peux rien faire avec eux là, maintenant, tout de suite. Tu attends qu'ils passent leur deuil, qu'ils acceptent, qu'ils fassent un petit peu leur travail psychologique, et puis ils seront prêts, mais chacun a son propre rythme. Il y en a certains, ça va leur prendre 3 jours et d'autres 20 ans. Bon, pour l'instant, tu peux pas travailler avec les gens qui, effectivement, s'effondrent eux-mêmes. Et puis, tu as une autre sous-partie de population qui, elle, va se dire, on va se retrousser les manches. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, il y a plein de voies possibles. Et donc, il y a toute une première partie des populations qui est celle qui va essayer de changer le système. Donc, ceux qui vont essayer d'aller voir, une fois de plus, encore à la cabine de pilotage pour faire pression, que ce soit par la voie politique, que ce soit par une révolution, que ce soit par quel que soit le moyen, qui vont essayer de faire pression. Ceux qui vont essayer de faire pression ou de changer à la salle des machines. Ceux qui vont se mettre à l'arrière du bateau et se mettre avec des grandes rames, essayer de ramer dans le sens inverse pour ralentir le rythme. Il y a plein de choses comme ça, mais ce sont des gens qui pensent que l'on peut rendre le système soutenable. Et puis, il y a les autres qui vont dire, on va construire des canaux de sauvetage. C'est-à-dire qu'ils anticipent déjà sur le fait que ça va couler et qu'ils disent il n'y a pas assez de canaux de sauvetage, faut en construire d'autres et qu'ils vont aller récupérer dans les cabines absolument tout ce qu'ils peuvent pour construire des canaux en plus. Voilà. Moi, je suis plutôt dans cette optique-là. Je suis dans la dernière catégorie. Je pense que la première catégorie, ceux qui se foutent de tout,
eh ben ils sont dans l'erreur et tôt ou tard ils vont s'en rendre compte et ce sera peut-être un petit peu tard, ils vont s'en mordre les doigts. Je pense que la deuxième catégorie, ceux qui s'effondrent, ben c'est dommage, mais c'est normal. C'est 9 fois sur 10, les gens passent par une phase d'effondrement et personnel quand ils prennent conscience de ça. Et il faut les laisser faire leur deuil, les aider éventuellement. Et on les aide en leur donnant des idées et des pistes concrètes. Et après, il y a la troisième population qui est celle qui se mobilise, mais qui se mobilise dans l'espoir de rendre le monde soutenable. Je pense qu'ils se trompent, qu'on n'y arrivera pas. Néanmoins, qui continue d'aller taper aux machines et Ouais, là où qui rament dans l'autre sens, quoi. Mais néanmoins, c'est quand même bien, parce que peut-être qu'il faut gagner un peu de temps. Il faut gagner un peu de temps, donc il faut quand même le faire. Œuvrer pour la soutenabilité, ça va quand même dans le bon sens. Et il faut gagner du temps à ceux qui préparent les canaux de sauvetage. Donc t'es très clair sur ta vision des choses et tu arrives à la conclusion qui est il faut pas perdre de temps, il faut bosser sur la construction de ces canaux de sauvetage et préparer une forme de résilience. Moi, ce que je dis, c'est je me garde bien, parce qu'une fois de plus, personne n'est capable de prédire l'avenir. Je me garde bien de dire, c'est une certitude absolue, ça va s'effondrer. Je pense que globalement, nous ne pouvons pas éviter une grande simplification, le fait globalement que d'une manière ou d'une autre, l'empreinte écologique de l'humanité va devoir redescendre en dessous de la capacité de charge de la planète. Aujourd'hui, on est largement au-dessus. Donc ça, on n'y coupera pas. La forme que ça va prendre, est-ce que ça va être un effondrement, un déclin, une crise, une récession, machin, je veux pas rentrer là-dedans. Je dis juste qu'aujourd'hui, il devient hautement plausible qu'il y ait à plein d'endroits, je pense dans une majorité d'endroits, à un moment ou à un autre, dans les 2, 3, 4 décennies qui viennent, un véritable effondrement gravissime, chaotique. Je pense que cette plausibilité existe à peu près partout. Et je pense que la plausibilité suffit, sans parler de certitude, sans parler même de probabilité. La plausibilité suffit pour se préparer. C'est la voie humble, et on est loin d'être humble, et c'est la voie responsable, et on est loin d'être responsable. Pour finir justement sur ce diagnostic, parce que je trouve que c'est une métaphore qui fonctionne bien, mais par contre, c'est le défaut des métaphores aussi, c'est que ça reste des images et que ça simplifie un peu les choses, mais la différence, c'est qu'on connaît l'histoire du Titanic et qu'on sait qu'à la fin, le Titanic n'arrive pas à dévier et coule. La situation dans laquelle on est, comme tu dis, n'est pas certaine, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on sait qu'il y a un risque effectivement qui est majeur et que ça peut se passer, mais pourquoi on ne peut pas continuer de croire justement qu'on peut faire changer le bateau de direction et que finalement, c'est là qu'il faut passer du temps, parce que dans le cas où le bateau coule, non seulement tu peux pas mettre tout le monde dans les canaux de sauvetage, mais en plus il n'y a pas de bateau qui vient te chercher après quand tu es survivant, tu vois, si je continue la métaphore. Ouais. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est de se dire que la seule chose à faire, finalement, logiquement, ça serait pas de préparer les canaux de sauvetage, ça serait d'éviter que le bateau coule. Oui, mais et que c'est là que cette énergie doit aller. Donc tu as beaucoup de gens finalement qui sont dans cette énergie, qui te disent, est-ce que l'optimisme n'est pas la seule option justement si on se dit qu'un naufrage est à éviter à tout prix? Oui, mais moi je suis très optimiste, moi, mais pas de la même chose. Oui, non, mais l'optimisme par rapport à cette conclusion. Alors moi mon but, l'optimiste conscient, pas BA. Hein, j'entends. Non, mais ok, je comprends, et je vais répondre en 2 temps. Je pense que les gens, donc parmi les meilleures intentions qui existent, à savoir des gens qui veulent rendre le système soutenable, puis ils ont compris qu'il y a des problèmes, ils ont compris qu'il y a des limites, ils veulent rendre le système soutenable. Je pense qu'ils ont de bonnes intentions, qui n'ont juste pas encore compris le timing. C'est-à-dire que tu peux encore faire tourner le bateau, effectivement. Mais sauf qu'il y a un moment où tu peux pas éviter l'iceberg. Je veux dire, ça physiquement, il y a quand même un moment où tu peux pas. Il y a un moment où c'est trop tard. Et je pense que c'est trop tard depuis au moins 30 ans. C'est pas juste depuis 3 ans. C'est depuis au moins 30 ans. On ne le réalise que depuis le milieu des années 2000. Parce que là, maintenant, la quantité de publications scientifiques là sur le sujet qui sont extrêmement claires dans leurs conclusions est exponentielle. Mais on en prend vraiment conscience maintenant. Mais bon, le début de la prise de conscience, il était dès les années 70 avec Limits to Growth et un certain nombre d'autres publications. Donc c'est pas nouveau non plus, on n'a rien fait, on n'a pas réagi et on ne peut réagir que jusqu'à un certain point. Je pense que ce point est dépassé. Donc c'est une question de timing. Accessoirement, il y a un autre truc qui est que l'optimisme de dire on pourrait prolonger ce système et le faire en sorte qu'il survive, est-ce que c'est vraiment de l'optimisme? Regarde ce système. Pour moi, c'est du pessimisme. Pour moi, le véritable optimisme, c'est de se dire on peut fabriquer quelque chose de neuf. Et je le pense encore, et c'est pour ça que je me mobilise à ma manière, avec mes talents et les compétences qui sont les miennes. Alors là-dessus, encore une fois, moi c'est un bémol, c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, ce système, effectivement, a des défauts. Mais il reste enviable. Mais pour énormément de personnes, finalement, il fonctionne. Oui. Ne serait-ce que quand tu vois les pays, effectivement, qui se sont développés, à qui ça a permis de sortir de la misère. C'est-à-dire qu'on arrive peut-être à un plateau et peut-être que ça va descendre. Et c'est là aussi, on avait parlé un peu de cette notion que je trouve intéressante. C'est-à-dire que quand on se projette dans l'avenir, on se projette par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui et on imagine que ça va s'améliorer.
forcément. Alors qu'on pourrait effectivement se projeter en se disant qu'est-ce qui va probablement se passer, et du coup quel est un peu le moins pire. C'est-à-dire qu'on compare forcément, on a toujours cette notion de progrès. Est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus? Ouais. Et c'est vrai que ça c'est un écueil, parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis, dans notre société à nous en tout cas, les gens considèrent que leur avenir pas forcément meilleur, mais même ceux qui considèrent que l'avenir sera pas forcément meilleur, considèrent en tout cas que leur présent, il est suffisamment confortable pour ne pas se bouger le cul. Voilà. Et oui, mais on vit à crédit. On vit à crédit écologique, notamment. On vit sur un socle qui est extrêmement instable, comme je le disais. On vit dans une grande maison dont les fondations sont en train de s'effriter, et ça va s'écrouler, soit par morceaux, progressivement, soit d'un seul coup à un moment. Mais ça va se casser la gueule. Et penser que on peut vivre sa vie au présent et considérer que notre vie a un sens quelconque au présent, si l'avenir n'est pas assuré, je pense que c'est se leurrer. D'ailleurs, je dis à ce sujet que des gens qui aujourd'hui continuent de dire à leurs gosses qu'ils les aiment, mais qui se foutent complètement de l'avenir, qui cherchent pas à savoir ce qui va se passer, qui se reconnaissent pas de responsabilité, qui s'impliquent pas et se mobilisent pas, quel que soit leur âge, jusqu'aux gens qui sont à la retraite, que ces gens qui continuent à dire ça sont en train de se mentir ou de mentir aux autres. On pouvait encore dire qu'on savait pas il y a encore 10 ans, allez, je suis gentil, hein. Il y a encore 10 ans, on pouvait dire je savais pas. Aujourd'hui, ne pas savoir est un choix. Aujourd'hui, c'est vraiment parce que tu veux t'en foutre, tu veux t'en désintéresser, que tu ne sais pas. Et donc, je suis désolé. Alors évidemment, il y a des cas à part, il y a des gens qui n'ont pas accès à l'information encore, et je les pardonne quelque part. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut vraiment faire le choix de savoir, et quand on sait, on peut pas continuer à avoir les deux discours, d'un côté dire tout va aller bien, et de l'autre côté même en fait je sais pas vraiment parce que je m'intéresse pas à l'avenir. Aujourd'hui, effectivement, les gens considèrent que leur quotidien il est quand même plutôt confortable, mais une fois de plus, c'est une vision statique des choses. C'est une vision éventuellement où on se projette dans l'avenir par simple extrapolation tendancielle, et cette extrapolation tendancielle aujourd'hui ne tient plus la route, puisqu'on a dépassé des limites, on en dépasse d'autres en ce moment même qui vont amener des ruptures et des discontinuités. Et donc quand tu fais du storytelling, puisque donc c'est une de mes spécialités, lorsque tu racontes des histoires, mais c'est pas juste raconter les histoires, c'est les concevoir, les structurer, les élaborer selon un certain cahier des charges. Lorsque tu élabores un certain nombre d'histoires, il s'agit pas juste de faire voir aux gens ça va s'effondrer. Il s'agit de leur montrer ce qu'on peut faire. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire une fois que tu as fait ce constat et que tu te dis il y a plein de choses à faire? Je vais te répondre, mais je termine juste ma phrase pour dire qu'effectivement, il faut donner des projections de choses qu'on peut entreprendre, qui sont finalement pas forcément drôles, pas forcément avec certains sacrifices, mais pour autant qui sont enthousiasmantes, où on retrouve vraiment le sens de certaines choses et on redevient acteur de sa propre vie et architecte de son avenir et pas juste figurant d'un monde qui nous prend pour des cons. Je pense que c'est plutôt enthousiasmant, mais il faut pas présenter ça qui demande des efforts, et puis c'est tout, et s'arrêter là, et les gens vont comparer à leur quotidien confortable. Il faut en même temps leur faire un autre storytelling, celui du business as usual. Voilà ce qui on ne fait rien, et si on continue comme ça, ce qui va se passer. Et alors là, par contre, le contraste entre un monde de transition, enfin un avenir où on aurait intégré, on aurait on aurait lancé des dynamiques de transition, et un monde par ailleurs où on n'aurait rien fait, le contraste, il est à ce moment-là saisissant. Et donc j'espère qu'en multipliant les storytelling, on fait d'une part peut-être envie à plus de gens de transitionner entre guillemets, en tout cas de changer de mode de vie pour passer d'un modèle qui est destructif et plutôt à un modèle qui est régénératif, si tu veux, basculer vers des activités qui sont plus de revitalisation de l'écosystème et de la société, et qu'on va donner plus envie à des gens de faire ça plutôt que de continuer donc dans leur... Alors c'est quoi ces nouveaux imaginaires? Les nouveaux imaginaires, ouais. Tu m'as demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire Effectivement. Alors avant, il y a deux niveaux en fait. C'est quelle est ta vision sur ce qu'on peut faire pour éviter que ça se passe mal. Et deuxièmement, comment tu fais pour mobiliser? Bon, alors déjà ce qu'on peut faire. Et j'ai pas la solution à tout, évidemment, ça va de soi. Et puis en fait, je peux pas. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est à chacun de trouver sa solution. Néanmoins, je peux donner quelques grandes idées. Tout à l'heure, en sortant du métro, là, en arrivant ici, j'ai vu une pub. Alors je citerai pas la marque, c'est une marque de sport. Une marque de chaussures, Enfin bon, bref, passons. Il y a écrit nous changeons le monde à chaque fois que nous montrons l'exemple. Il y a écrit. Bon, c'est du blabla de publicitaire, mais n'empêche que là, dans notre contexte, finalement, c'est pas mal. À chaque fois que nous montrons l'exemple. Je dis chacun peut mobiliser ses compétences aujourd'hui, s'engager, c'est la première chose, s'engager dans une association. Moi, je fais partie d'une association qui travaille spécifiquement sur ces choses-là, une association de citoyens concernés qui s'appelle Adrastia, ADRASTIA.
Et il y a des groupes locaux, des groupes de travail, voilà. Mais ça peut être aussi les transition towns, donc les villes, les territoires en transition, avec des groupes locaux. Ça peut être les colibris si c'est votre truc, etc. Il y a un certain nombre d'autres choses qui existent. J'en ai cité 3, mais il y en a plein. Donc renseignez-vous sur les associations et les collectifs citoyens qui existent et les mouvements autour de vous et engagez-vous. Apprenez des choses, vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre des savoir-faire nouveaux, vous allez voir, ça va vous enrichir terriblement. Il faut ensuite faire progresser la conversation, c'est-à-dire qu'il faut s'approprier la problématique, s'approprier les arguments et être capable le plus possible d'aller au feu, si tu veux, d'aller dans les débats face aux gens et d'être convaincant. Éventuellement, si on ne sait pas exactement argumenter soi-même, au moins partager des écrits, des bouquins, des podcasts, pourquoi pas, où il y a des gens qui sont plus que qualifiés, qui vont donner des arguments. Après, il faut se former. Donc, je pense qu'il y a pas mal de stages aujourd'hui, de petites formations qui existent, et je pense qu'il faut ce que moi j'appelle enclencher ce que j'appelle une recompétentiation des gens, parce que les compétences qu'on nous enseigne aujourd'hui, de l'école jusqu'à l'entreprise, sont complètement, à mon sens, en décalage avec ce qu'il faudra pour demain. C'est complètement hors sol. Les enfants ne sont pas préparés au monde. Les enfants sont préparés au marché du travail lorsqu'ils vont à l'école. Et le marché du travail de demain, je suis désolé, mais il n'aura, à mon sens, plus rien à voir avec le marché du travail d'aujourd'hui. On peut faire des prolongations tendancielles sur les big data et le data mining et les crypto-monnaies et je ne sais quoi d'autre. Mais à mon avis, c'est pas ça. Ça, c'est vrai, même sans effondrement, effectivement. Bon, ensuite, tu as la mobilisation des élus. Il faut mobiliser ces élus. Alors, si vous m'écoutez, que vous êtes vous-même un élu, sortez du déni et laissez faire les gens. Donnez la possibilité, facilitez les gens dès qu'ils ont un projet sur votre territoire. Et puis, si vous n'êtes pas un élu, sollicitez vos élus. Constamment, quoi. Allez les titiller. Faites-le bien, de manière évidemment pas agressive. Voilà, soyez poli. Et puis, quand vous êtes prêt, c'est-à-dire ça peut prendre plusieurs années, ça peut prendre très longtemps pour certains. Et c'est une question aussi d'un peu d'argent, de moyens, mais pas forcément que d'argent. On peut faire ça avec peu. Quand vous êtes prêt, à un moment, vous faites votre plan B, pardon. Vous allez vous trouver un lieu ailleurs, vous quittez cette société à la con, et vous allez quitter votre job et vous engager dans une voie qui participe pas à la grande entreprise de destruction généralisée, mais qui contribue au contraire à la réparation de la nature et du tissu social. Voilà. Et donc, moi je dis ça après également aux entrepreneurs. Les entrepreneurs ont un rôle à jouer. Voilà, projetez-vous dans un autre paradigme post-croissance, éventuellement même effondriste, et proposez des nouvelles idées, des nouveaux modèles économiques. Je sais pas, des projets, des innovations, de concepts, d'usages, des nouveaux modes de gouvernance également. Voilà, il faut que vous prépariez le monde de demain. Ça passe également beaucoup par le tissu des PME, des startups entre guillemets, mais pas forcément technologiques. Ça passe beaucoup là-dessus, avec un esprit d'éthique, de bienveillance et de citoyenneté. Et d'une manière générale, pour chacun, il faut sortir du déni. Voilà, point barre. Il faut arrêter de dire, on est sûr que ça ne s'effondrera pas. On ne peut pas le dire, on ne peut plus le dire, c'est fini ça. Accepter que c'est plausible, c'est accepter que la voie responsable, c'est de s'y préparer au cas où, parce que les implications... Alors, là-dessus, moi j'ai une question justement, c'est-à-dire que tu peux très bien dire, ok, on n'est pas sûr que ça ne se passe pas, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut, entre guillemets, changer le système et tout abandonner pour justement prendre ça comme une hypothèse la plus probable et se dire, bon ben voilà... Alors moi, je t'ai pas parlé de changer le système. Alors, mais en gros d'avoir un impact sur le système et même le faire de manière individuelle, parce que j'imagine que dans un monde idéal, si le système pouvait changer, enfin c'est-à-dire que si tu peux avoir des politiques au pouvoir qui accélèrent ça, tu le prendrais. Ouais, mais c'est pas ça que je dis quand même. C'est quand même pas ça que je dis. Et je comprends pourquoi j'ai peut-être pas été clair, quoi. Mais le truc c'est que selon moi, voilà, libre à n'importe qui d'œuvrer pour changer le système, de l'extérieur ou de l'intérieur, c'est comme il veut. Et il y a certainement plein de combats à gagner, à mener et à gagner. Pour autant, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que les gens devraient progressivement, éventuellement garder un pied dans ce système. Oui, mais éventuellement garder un pied dans ce système parce qu'ils ont besoin de bouffer, mais à côté, créer leur alternative, créer leur propre plan B. Si possible, pas trop égoïste, parce que les gens qui ne créent que pour eux, leur famille, éventuellement quelques amis, ces gens-là ça fonctionne pas. Ça va pas fonctionner à très long terme. Il faut donc prévoir plus grand. Il faut prévoir quand on fait un projet de transition, faut s'intégrer à un réseau. S'il y en a pas, créer un réseau local de complémentarité et d'entraide au sein d'un territoire. Il faut partager. Il faut pas être juste tout seul dans son coin. J'ai une question justement par rapport à cette problématique, ce schéma de transition, enfin ce scénario de transition, notamment individuel. Oui. Mais qui rejoint aussi un schéma de transition collectif au niveau d'un État, par exemple, si dans le cas où un État déciderait je sais pas, par exemple, de ralentir volontairement sa croissance. Oui. Comment tu fais en fait pour faire ça de manière unilatérale, c'est-à-dire à l'encontre de la marge des choses autour de toi? Non, mais c'est une des raisons pour lesquelles je te dis que je ne change
mon point de vue, ce n'est pas de changer le système, parce que je pense que ce que tu décris n'est pas possible. Mais non, c'est compliqué effectivement de manière systémique, parce que on voit que si un État demain dit, ok, moi je joue plus ces règles du jeu, il y a des chances que toutes ces boîtes se fassent racheter, qu'ils se fassent bouffer, enfin que les taux d'intérêt augmentent, etc. Ouais. Au niveau individuel, tu peux aussi un petit peu faire le parallèle, c'est-à-dire qu'il y a un coût très visible, par exemple quelqu'un qui est dans le bien payé sur un job, normal, qui se dit ok, je renonce à ça parce que je crois que ce n'est pas viable et je vais aller faire autre chose. Il y a quand même un coût qui est non négligeable. Ça veut dire qu'il faut avoir quelque part fait le deuil d'un certain avenir qu'on a imaginé. Et comment faire le deuil avec quelque chose qui ne s'est pas encore produit, tu vois, c'est ça qui est... Non, mais tu as tout à fait raison. Sur le plan psychologique, c'est inextricable, c'est extrêmement délicat et c'est pas facile. C'est peut-être là qu'intervient un problème du récit aussi. Et exactement, notamment. Mais le truc, non, tu as raison là-dessus. Pour autant, une fois de plus, je ne dis pas aux gens, lâchez tout et allez faire autre chose. Allez vous mettre à faire de la permaculture ou une petite ferme, je ne sais pas, une micro-ferme ou faire juste avoir un gros projet de commencer à local. vous poser la question. Je dis, ils peuvent garder un pied dans le monde actuel parce qu'il faut bien bouffer. L'idée, c'est que effectivement, c'est progressivement de consacrer une partie de ses ressources, de son temps, et à créer quelque chose de neuf à côté, qui va pouvoir servir de canot de sauvetage, tout simplement. Et pour soi, pour les siens, mais également, si possible, plus grand. Je dis ça souvent, c'est-à-dire que je vois beaucoup de gens qui sont, pour le coup, parmi les gens qui font de la transition, qui sont un peu égoïstes dans leur idée de transition, qui vont se dire bon bah moi je vais acheter mon petit terrain de mon côté, je vais faire mon petit truc, bunker pas forcément, hein. Il y en a effectivement, hein. Non. Mais même pas forcément, mais qui sont un peu dans le je me fais mon truc pour moi et mes potes et puis ma famille et puis voilà, puis c'est tout. Voilà. Ou alors une petite communauté qui est autosuffisante, en tout cas, elle le sera jamais, mais qui vise l'autosuffisance et puis voilà, c'est tout. Ouais, mais si vraiment un jour, ce que je dis se produit, à savoir si à un moment ça dévisse, il va y avoir un certain nombre de transfuges qui viennent des villes, il va y avoir un exode urbain, et comment tu fais quand ils arrivent chez toi? Et je pense que pour éviter localement des problématiques de non-résilience, il faut prévoir plus. Donc tu produis le plus que tu peux avec ce qui t'est donné comme ressources, et puis si tu as du surplus de production, que ce soit alimentaire ou énergétique, tu le donnes. Tu en fais cadeau ou tu le donnes à la nature, tu le laisses à la nature éventuellement. Mais demain, ça pourra servir comme tampon, si tu veux, pour accueillir des gens, pour limiter le chaos. Et aussi un dernier truc, moi je pense que la plupart des gens, tous les gens qui le peuvent, tous les gens qui le peuvent et qui ont vraiment un projet de transition, non seulement il faut qu'ils le fassent à leur rythme, progressivement, en parallèle de leur boulot, de leur vie actuelle, et puis en espérant pouvoir complètement se détacher un jour. Donc ça, il faut qu'ils le fassent, mais il faut qu'ils communiquent. S'ils peuvent communiquer, il faut qu'ils le fassent. Que ce soit par des photos, un blog, que ce soit par une chaîne YouTube, n'importe. Et c'est bien de montrer aux gens ce qui est possible, de donner toute une palette de vision de comment tu peux faire les choses éventuellement. Parce qu'il faut inspirer ce changement. D'accord. Donc pour résumer, tu puises en fait dans toutes tes lectures et dans toute l'expertise que tu t'es créée pour dire que de toute façon, tôt ou tard, ça ne tient pas. Que donc, ça sert un peu à rien. Enfin, l'essentiel n'est pas de continuer à essayer de sauver le système et de sauver le bateau et de maintenir l'illusion que oui, on va y arriver, que ce soit en changeant les comportements ou en développant de nouvelles technologies, etc. Qu'il faut continuer à le faire parce que ça fait quand même gagner du temps et que ça sert à quelque chose, mais qu'en revanche, il faut passer plus de temps et d'énergie à préparer la résilience. C'est ce que je dis, je suis pas le seul à le dire, et c'est ce que dit aussi Dennis Meadows, qu'on a évoqué tout à l'heure. Tu connais les phases du deuil de Kubler-Ross, de Elisabeth Kubler-Ross. Les rappeler. Donc, quand on est confronté à un deuil imminent, inévitable, on passe, dit-elle, par 5 phases. Alors évidemment, c'est un modèle. Hein. C'est pas tout le monde passe pas. Enfin bon, c'est un modèle qui vaut ce qu'il vaut, qui a aussi été établi dans un contexte bien particulier. Je vais un petit peu l'utiliser hors de son contexte, mais en tout cas le contexte de Kubler-Ross, c'est que tu passes par une première phase qui est de déni, tu refuses de voir le truc en face, ensuite tu passes par une phase de colère, ensuite tu passes par une phase de ce qu'elle appelle le marchandage. Le marchandage, c'est tu vas transiger, tu vas se dire si je sacrifie ça, peut-être qu'au final j'arrive quand même à m'en sortir. Puis après tu passes par une phase de dépression, t'es vraiment pas bien, puis acceptation. Et aujourd'hui, je pense que les gens qui sont en train de se dire on a vu qu'il y avait des limites à ce système et mon Dieu, qu'il y a des risques, c'est des gens qui sont sortis de la phase de déni, qui sont peut-être en phase de colère encore, ou qui, parce que je sens que les phases peuvent se superposer, hein, il peut y avoir, mais qui sont peut-être encore dans la colère, mais qui sont par contre coincés dans la phase de marchandage, qui croient que ils n'ont pas fait complètement leur deuil, qui pensent qu'on peut encore réussir par certaines modifications à la marge ou pas, certaines réorientations de ci ou ça dans le système, à le rendre soutenable.
Après, une fois de plus, il y a la question de est-ce que c'est souhaitable de le rendre soutenable? Moi, je pense même pas. Mais bon, au-delà de cette question, ils pensent, ils n'ont pas encore fait complètement leur deuil, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore la dépression, ils ne se sont pas rendus compte que c'était encore une fois, je trouve illusoire. ça extrêmement difficile de demander à des gens de faire le deuil de quelque chose qui ne s'est pas produit. C'est extrêmement difficile. Voilà. Et c'est même, moi, je demande rien à personne, hein. Voilà, chacun fait ce qu'il peut. Qui ne s'est pas produit et qui peut, encore une fois, puisqu'on est dans la prospective, qui peut, et il y a d'autres gens qui vont dire le contraire, qui pourrait ne pas se produire, ou du moins de notre vivant, par exemple, parce qu'on on sait pas mais quand l'homme est un indécrottable optimiste. Peut-être. Et c'est une partie de ce qui fait sa grandeur. Ça fait partie de, je suis dans la phase 3, c'est ça. Non, mais c'est ce qui fait ça, c'est ce qui fait sa grandeur quand tu es dans une phase historique linéaire. Quand tu es dans une phase historique instable, où tu as des possibilités de rupture et de discontinuité, ce n'est plus une qualité, ça devient un défaut. D'accord. Ton travail sur les nouveaux imaginaires, justement, il est sur quel niveau? Il est sur cette notion de deuil, il est sur la notion de à quoi il sert en fait. Alors, est-ce que tu peux nous en parler et à quoi qu'est-ce que tu en attends? Pourquoi tu le travailles dessus? Pourquoi tu voudrais le diffuser? Bon, moi à la base déjà, je suis une des parties. Il faut réimaginer l'innovation notamment. L'innovation, oui. Bon, on peut faire on va commencer par ça vite fait et puis après je vais recoller à l'histoire des imaginaires. L'innovation, effectivement, aujourd'hui, elle est complètement à côté de la plaque, à 95%. Et encore, je suis gentil. Aujourd'hui, vu la situation que j'ai dépeinte et vu les avenirs qui se promettent à nous, l'idée générale, ça serait plutôt de plus chercher, si tu veux, à créer de nouveaux besoins ou à maximiser encore la performance, plus petit, plus rapide, plus léger ou je ne sais quoi. Mais ça serait plutôt de trouver le meilleur compromis entre la performance d'un côté et la prise en compte des limites et des contraintes de ce siècle de l'autre, en mettant de nouveaux critères dans les cahiers des charges de l'innovation. Donc typiquement, parmi les nouveaux critères, on peut imaginer une économie en matériaux, ou même éventuellement une économie en matériaux qui serait pas à proximité, qui serait pas disponible nationalement sur un territoire national, une économie en énergie sur tout le long de la phase de production, de consommation et de recyclage éventuel des objets ou des services, une simplicité technologique et puis une modularité, une réparabilité, une recyclabilité, réutilisabilité. Il faut aussi développer de nouveaux usages. L'innovation, elle ne doit pas être que technologique. La technologie, c'est un outil. C'est pas du tout une finalité. Aujourd'hui, on est dans un monde techniciste qui imagine que chaque amélioration, chaque progrès technique est forcément un progrès humain. C'est faux, clair et net faux. Donc aujourd'hui, c'est également l'innovation, elle doit passer par d'autres types d'innovation, sur les modèles économiques alternatifs, sur les usages conceptuels, sur la gouvernance également. Et plutôt que d'essayer d'améliorer, comme je le disais tout à l'heure, les privilèges ou les gadgets, si tu veux, de multiplier les gadgets d'une petite élite, dont on fait partie pour le coup, je mets dans l'élite pour le coup même tous les pays riches, j'ai envie de dire, ça serait bien juste de se consacrer un peu à l'amélioration réelle et durable du monde, tu vois, en étendant les bonnes innovations à toute l'humanité. Moi, je pense que ce serait déjà un peu plus noble, qu'on pourrait la raconter un peu plus à nos petits-enfants en disant « ouais, j'ai fait un truc bien plus tard », qu'en faisant de la technique pour de la technique. Et tous ces critères dont je viens de te parler, ils devraient être aujourd'hui dans les cahiers des charges de la commande publique. Voilà. Moi, c'est ce que je pense sur l'innovation. Je travaille sur deux projets autour des low-tech, des basses technologies. Un sous l'égide de la Fabrique écologique autour de Philippe Biwix, que certains de vous connaîtront, qui a écrit L'âge des low-tech, notamment. On a reçu avec qui on j'ai discuté ici. Voilà. Et puis un autre groupe de travail qui est avec Adrastial, dont je parlais tout à l'heure, et un certain nombre d'autres acteurs. Alors on revient justement sur la notion de récit, ouais. Parce que j'ai l'impression que ce que tu dis aussi, c'est que tout cet avenir, la construction de l'avenir se joue pas mal sur le terrain des idées. Donc, il faut un contre-récit, il faut un contre-imaginaire ou des contre-imaginaires qui viendront faire concurrence à ce monde marketé, si tu veux, de publicitaire dans lequel on vit. Mais aujourd'hui, les idéologies qu'on a du futur, les visions, les imaginaires qu'on a du futur, le packaging est joli. T'as souvent les bons mots, les bonnes personnes qui ont l'air intelligentes, les bons concepts, les belles images, les technologies à mort, etc. Et on se dit waouh, putain, c'est futuriste. C'est pas futuriste, c'est archaïque. C'est complètement archaïque. C'est que le packaging qui est joli. La réalité, c'est que c'est obsolète, c'est que des mythologies et c'est toxique. Ça nous sépare de la nature, ça nous mène dans une abstraction hors sol qui nous dénature tout, qui nous aliène. Donc la culture, la civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui, et que certains espéreraient pouvoir prolonger, elle est philosophiquement indéfendable. Voilà. Donc c'est juste complètement hors nature, c'est pour moi. Et donc il faut aller vers d'autres imaginaires pour créer quelque chose de neuf. L'avenir,
Ça se joue sur le terrain des idées aujourd'hui. Donc tout à l'heure, je te parlais de sphères. Il y avait 8 sphères, 6 sphères naturelles, et puis l'anthroposphère et la technosphère comme sphère humaine. Il y a une 9e sphère éventuellement. C'est ce que Teilhard de Chardin avait baptisé la noosphère, c'est-à-dire la sphère de l'esprit. Donc c'est là la sphère des idées. Effectivement, aujourd'hui, il nous faut des récits concurrents du grand récit dominant de la démesure, du génie technologique, et puis de l'anthropocentrisme aussi, parce que il y a une obsession vraiment malsaine, pathologique, de l'homme pour l'homme, et qui considère que, alors même ceux qui considèrent que tout ce qui compte c'est l'homme, déjà on peut se poser la question pourquoi, et même si c'est le cas, ces gens-là qui croiraient servir au mieux l'homme en ne se préoccupant que de l'homme, se mettre le doigt dans l'œil, jusqu'au coude, il faut une fois de plus là avoir une approche système des choses. Et puis il y a un problème aussi, quand je parle d'anthropocentrisme, il y a un problème, je pense, de la vision de la nature comme un ensemble de ressources et de services écosystémiques au service du seul humain. Ça me pose un vrai problème philosophique, ça, voire éthique. Donc il faut qui n'est d'ailleurs souvent économiquement même pas valorisé, même si on à l'intérieur du système. Ouais. Qui ne sont même pas valorisés. Mais alors la valorisation, c'est aussi quelque chose de dangereux quelque part, parce que si tu mets une valeur sur tout, tôt ou tard, tu arrives aussi à des logiques de spéculation sur ces trucs-là, et qui poussent à créer une rareté. Donc, je suis pas sûr que... Voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a aujourd'hui proposé une multiplicité de récits, une multiplicité d'images. Dès qu'il y a des choses concrètes, faut le faire. C'est pour ça que je disais que ceux qui ont des projets concrets de transition, faut qu'ils aient des images, faut qu'ils aient des vidéos, ou des photos, ou des récits, ou des chansons, on va savoir quoi, n'importe quoi, qui mettent en scène leurs propres initiatives et leurs propres expériences vers la résilience, parce que tout ça va rentrer dans un nouvel imaginaire, une nouvelle culture. Il faut créer une nouvelle culture, c'est-à-dire c'est pas simplement des histoires. Moi, je suis donc quelqu'un qui crée des histoires. Tu le sais, je suis en train d'écrire une série télévisée sur ces thèmes-là, mais je fais aussi en sorte qu'il puisse y avoir une appropriation citoyenne de cette thématique, en créant, c'est un groupe de travail qu'on a chez Adrastia, en créant des kits de communication, à l'intérieur desquels tu as absolument tout ce dont tu as besoin pour construire ton propre discours, ton propre propos sur l'effondrement. Le sujet, en fait, est hyper complexe. Oui. C'est politiquement à peu près inaudible. Psychologiquement, on en a parlé, c'est quand même très délicat. Oui. Et donc, c'est encore tabou pour la plupart des gens, sans parler du fait que, voilà, pour beaucoup, comme je viens de le dire, ça peut être encore présenté comme « Ah oui, mais c'est pas sûr, c'est une hypothèse ». Donc, comment tu fais, en fait, pour que ce soit quelque chose qui soit audible et qui soit attrayant ? Alors, tu me tends une super perche, je te remercie. Alors, je poursuis parce que c'est dans le prolongement de ce que je disais avant. Les kits dont je te parlais, c'est pour faire en sorte ensuite qu'il y ait plein de gens qui développent plein de formes de storytelling différents, quelle que soit leur façon de faire, quelle que soit la langue dans laquelle ils communiquent, quel que soit le l'argot éventuellement qu'ils vont utiliser, les images, les références, etc. Et donc, il faut qu'il y ait des artistes qui prennent à bras le corps le sujet. Il faut qu'il y ait des gens au sein des communautés qui sont des porte-parole, qui également communiquent dans leur communauté, etc. Donc il faut de toute façon varier. Il n'y a pas un storytelling, c'est tout un ensemble de storytelling pour faire envie au maximum de personnes. Maintenant, il est vrai que tout le monde ne peut pas maîtriser le sujet complètement. C'est un sujet, comme tu le dis, qui est extrêmement complexe. Et il faut avoir des compétences très spécifiques et des convictions très profonde pour être capable de maîtriser ces sujets de risque d'effondrement en profondeur, mais aussi en subtilité, pour pas raconter n'importe quoi, parce qu'il y a des gens qui se laissent aller à dire un peu des choses qui dépassent le cadre strict de la rationalité, science, de la science. Donc, c'est pour ça qu'il faut également qu'il y ait des gens qui communiquent de manière professionnelle. La communication, c'est un métier, il y a des choses à savoir. Moi, quand je communique, je me pose absolument pas la question de qu'est-ce que je raconte aux gens. La seule question que je me pose, en tant que communicant, c'est dans quel état émotionnel je veux laisser les gens quand j'ai fini de leur parler. Parce qu'il faut créer chez les gens quelque chose. Il faut les remuer. Il faut évidemment leur donner des informations. Mais il faut les remuer. Il faut qu'ils comprennent. Et donc c'est pas juste savoir. C'est pas juste informer. C'est pas juste sensibiliser. C'est mobiliser. Et puis donner derrière des véritables clés pour que les gens puissent éventuellement aller dans une direction qui est constructive plutôt que des directions destructives. Et puis, accessoirement, aujourd'hui, il y a... Bon, je ne citerai absolument personne, n'essaie pas de me tirer les verres du nez, mais il y a un certain nombre de gens qui communiquent sur le sujet, plus ou moins médiatisés, qui maîtrisent déjà
pas tous, pas de la même manière le sujet en lui-même, de manière plus ou moins profonde, mais accessoirement qui ne sont pas des communicants, et qui maîtrisent pas les clés de la communication, et qui se font, parce qu'on commence à en entendre un petit peu parler dans certains médias, et qui se font régulièrement instrumentaliser par des journalistes qui sont en réalité là pour dézinguer le sujet ou l'interlocuteur. On en parle de plus en plus quand même dans les médias, surtout dernièrement. Ouais, avec plus ou moins de bonne foi, voilà. Avec plus ou moins de bonne foi. Et en l'occurrence, faut pas se laisser maltraiter ou martyriser par certains journalistes. Donc il faut maîtriser les arguments et les argumentaires, faut être un bon communicant, faut être rigoureux, faut être précis, faut être habile. Et c'est un métier. Je pense pas qu'on va avoir le temps de parler de la série télé, mais je mettrai sur le site, on met peut-être en 2 mots et je mettrai un lien sur le site, projet. Écoute, je te dis juste une phrase sur la série télé. Effectivement, tu mettras un lien, les gens pourront aller voir. C'est un projet qui est pas qu'une série télé, où il y a d'un côté une série télévisée qui est censée parler à l'émotion des gens. À côté, il y a des contenus vidéo additionnels avec des experts qui sont censés parler à l'intellect des gens. Et puis tu as d'autres contenus audiovisuels additionnels qui justement montrent des acteurs de la transition et qui donnent des idées aux gens de ce qui est possible de faire. Et il y a une dernière partie qui est une plateforme web interactive qui est un outil qui permet aux gens de se connecter et d'organiser une transition où qu'ils soient. Donc ça, c'est extrêmement ambitieux, mais je dis juste les 4 pans de ce projet et je laisse les gens aller voir si ça les intéresse. De toute cette pensée, en fait, tu as sorti, si j'ai bien compris, un programme politique complet ou un début de programme, je ne sais pas où tu en es par rapport à ça, pour cette transition sociétale. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement aussi? On va essayer de faire rapidement, parce qu'effectivement, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais je voudrais pas en demander trop à nos auditeurs. On peut te mettre sur pause. Oui, voilà. Vous reprendrez demain. Non, j'ai fait. Alors déjà, c'est pas moi tout seul. J'ai été, on va dire, l'instigateur et l'auteur principal d'un projet de transition écologique. Il y a entre 2015 et 2016, quand j'étais au parti Nouvelle Donne. Voilà, c'était un engagement qui était purement bénévole, hein, évidemment. Mais donc, j'avais accès à un réseau et j'ai utilisé ce réseau et pour prendre contact avec tout un tas de citoyens et d'experts et pour construire un vrai programme de transition écologique. Il se trouve que début 2017, on est venu me chercher dans le cadre de la campagne d'une candidate citoyenne que certains d'entre vous, dont certains d'entre vous auront entendu parler, mais que j'imagine la plupart n'auront pas entendu parler parce que les médias n'ont pas vraiment médiatisé la chose. C'était un des nombreux verrouillages auxquels on s'est heurté pour essayer de faire passer des idées neuves dans une candidature à la présidentielle. La candidate en question s'appelait Charlotte Marchandise Franquet. Charlotte Marchandise, on va dire, pour simplifier. Elle était une candidate citoyenne qui n'était pas issue d'un parti et qui avait été choisie par une trentaine de milliers d'internautes pour aller en campagne. Et elle m'a demandé, ayant eu connaissance du programme que j'avais coordonné de transition écologique, elle m'a demandé de produire son programme de transition sociétale, c'est-à-dire absolument tout sur la partie économique, sur la partie sociale, sur la partie démocratique, sur la partie voilà. Et donc là encore, ça a été un projet d'équipe. J'ai été j'étais directeur de ce programme, donc c'est moi qui ai coordonné, piloté la chose. J'ai été beaucoup aidé par un certain nombre d'autres personnes, dont je le cite Jacques Muller, qui est justement un transfuge de Nouvelle Donne, qui m'a rejoint et sans qui j'aurais pas pu finir le travail. Il faut quand même le dire. Mais au final, c'est un programme qui est complet, qui est abouti, qui évidemment va évoluer parce que la politique évolue et donc les mesures doivent évoluer également. Donc c'est un travail qui se poursuit. Il y a des éléments essentiels dont tu veux parler. C'est très compliqué. Là, comme de la même manière que sur la partie, parce qu'il y a tellement de choses. Il y a un millier et encore, je n'ai pas compté, mais je pense qu'il y a largement plus d'un millier de propositions. Le truc, c'est qu'il faut que les gens aillent voir. Sur le site qui est encore en ligne de Charlotte Marchandise, sur son site web, il y a un moment le programme avec les 24 livrets thématiques du programme, plus un livret spécialement adapté, spécialement dédié aux collectivités locales, et ils pourront regarder ça. Mais rien que sur la partie de la transition écologique, rien que sur cette partie-là, il y a plus de 300 mesures. Il y a des grands. Ce que je peux te dire éventuellement, c'est qu'il y a des grands chantiers qu'on a une douzaine de grands chantiers qu'on a évoqués, qu'on pensait bien, notamment une grande transition agroalimentaire et énergétique. On a parlé d'une redéfinition et d'une institutionnalisation des communs, une évaluation de la soutenabilité et de la résilience des collectivités et des territoires. On a parlé de comment tu repenses l'aménagement du territoire, comment tu repenses les agglomérations aussi.
comment tu révises les institutions, comment tu révises le droit écologique, comment tu révises les indicateurs, un programme d'innovation qui correspond un peu à ce que je t'ai dit tout à l'heure, également un programme de bouclage des cycles, comment tu reprends tous les nutriments qu'aujourd'hui on laisse partir par nos toilettes dans les rivières et jusqu'à l'océan, comment on arrive à récupérer les nutriments, à les renvoyer vers les terres pour ne pas aller vers des pénuries alimentaires dans quelques décennies. Voilà, il y a plein de choses, et je précise juste une chose avant d'arrêter, c'est que c'est pas un programme idéologique. Ce n'est pas un programme idéologique, à moins que tu considères que éviter un grand effondrement, c'est une idéologie. Voilà. Enfin, pour moi, c'est de la survie quelque part entre guillemets. Donc, ce n'est pas idéologique. On parle de fin de la croissance, là non plus, ce n'est pas idéologique. C'est un programme de résilience, en fait. C'est un programme où il y a les deux, où il y a et la soutenabilité et la résilience. C'est-à-dire, essayons de devenir soutenables, mais à côté de ça, prévoyons le cas où on n'y arriverait pas, qui est plausible, et devenons résilients aussi. Et c'est cohérent. C'est un programme, dernière phrase, c'est un programme cohérent. C'est-à-dire que contrairement, et là je le dis sans rougir, contrairement aux autres programmes, parce que je me les suis tous farcis, des autres candidats en 2017, même les candidats que j'aimais bien, avec des programmes, avec des choses que j'aimais bien, on a une cohérence de A à Z. Sur les autres programmes, c'était systématique. Entre le pan économique et le pan écologique, tu avais des incompatibilités totales. On va envoyer les auditeurs vers ça. Pareil, je mettrai le lien sur le site. Oui, si tu veux bien, ouais. On va finir. Un conseil par rapport à tout ce que tu as dit à donner à ceux qui nous écoutent. Voilà, au niveau le niveau individuel, après conseil, le côté politique collectif. Un conseil. Disons un coup de pied au cul, ouais. Disons finir peut-être sur une note d'espoir et puis une énergie. Énergie positive. Positive, ouais, on va dire ça. On va dire que voilà, chacun aujourd'hui, à son niveau, peut se mobiliser. Faire progresser la conversation. Faire avancer les schmilblick, quel qu'il soit au niveau local. Voilà, chacun a son propre combat, ses propres compétences, ses propres talents. Soyez créatifs. Permettre, si vous êtes en possibilité de faire ça, permettre un foisonnement d'initiatives citoyennes, de transition. Travailler à la multiplication de ces initiatives sur tous les territoires. Travailler sur le changement d'échelle. Essayer de faire des choses un peu plus grosses que juste des tout petits trucs. Proposer un projet qui fait sens à tout le monde. C'est-à-dire, le truc, c'est que moi, ce que je veux, c'est ça. Il faut que tout le monde comprenne que il y a de la place pour à peu près tous les savoirs et tous les savoir-faire. Il y a un véritable besoin, et c'est quelque chose qui est intéressant, qui est une opportunité, c'est même libérateur. Un véritable besoin de créativité et d'innovation. Pas bêtement techno-candide, mais d'innovation. Il faut de la combativité, il faut de la solidarité, il faut une vision. En fait, tout ce qui fait le meilleur de l'homme, j'ai envie de te dire. Et aujourd'hui, il y a un véritable problème dans le monde politique. Parce que nos dirigeants, l'exercice du pouvoir, si tu veux, tel qu'on l'a conçu dans notre soi-disant démocratie, est complètement biaisé. C'est quoi les véritables qualités qu'il faut pour un bon, en théorie je dis bien, pour un bon leader? Il faut des convictions, il faut le sens du devoir au service des citoyens, au service de l'avenir durable des citoyens. Il faut savoir tirer des synthèses utiles sur des thématiques diverses avec une approche interdisciplinaire, il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut coordonner, fabriquer de la convergence, de la cohérence. Et puis il faut de l'empathie, il faut de la bienveillance, il faut la volonté de l'exemplarité. Enfin, je suis désolé, mais il faut savoir poser les bonnes questions aussi. Et je suis désolé, on n'est pas du tout là-dedans. Les dirigeants d'aujourd'hui n'ont pas le quart de ces qualités, c'est normal, parce que le système électoral ne peut pas produire des gens comme ça. Il peut produire que des gens qui sont les meilleurs pour la conquête du pouvoir, pas pour l'exercice responsable du pouvoir. Donc aujourd'hui, il faut revoir tout ça. Et j'ai envie de dire, tant que le système ne change pas, alors on peut toujours essayer de le faire changer, mais tant qu'il ne change pas, la solution ne viendra pas d'en haut. C'est pour ça qu'il faut que n'importe qui y aille. Même si c'est pas parfait, même si on peut se planter, il faut le faire en bonne intelligence si possible et en complémentarité et en solidarité avec d'autres pour pouvoir s'épauler dans cette transition. Et il faut le faire chacun à son rythme. Mais en tout cas, comme je disais, c'est là, on a besoin du meilleur de l'homme. Tout ce qui fait qu'on crée du sens, qu'on sait pourquoi on se lève le matin, qu'on peut être fier d'entreprendre ce qu'on entreprend, et ce qu'on fait qu'on peut le partager avec ses gosses et ses petits-enfants, et puis on peut en être fier. Voilà. C'est le sens de l'histoire. Il faut sortir des vieux réflexes de recroquevillement. Il faut créer une nouvelle société. C'est pas simple, mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, tous sur le pont. Voilà. Merci beaucoup, Arthur. Merci, Julien. C'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain.
Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater, et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées, ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge. À bientôt.